Moi, je dirais que c'est le master qui permet de faire de la finance de façon intelligente, quelque part. Puisque la philosophie, depuis le départ, elle a toujours été la même. L'idée, c'est de livrer la plus belle et la plus complète possible des boîtes à outils conceptuelles pour faire de la finance. C'est-à-dire que ce que l'on cherche avant tout, c'est à donner des clés de compréhension et qui s'ancrent dans la théorie, parce que c'est toujours dans la théorie qu'il faut en revenir quelque part, des clés de compréhension qui vont permettre aux étudiants, quand ils vont quitter le master, de cerner les phénomènes financiers, je dirais, dans leur globalité et dans leur profondeur. Ce qui du coup fait de ces personnes des gens extrêmement autonomes, avec une très grande liberté d'esprit, et ce qui est aussi important, je crois pour moi, des gens extrêmement responsables. Parce qu'ils savent, par exemple, quelles sont les limites des modèles, et à partir de là, ils savent comment interpréter les résultats, et ils savent jusqu'à quel point il ne faut pas aller, quelque part, dans l'utilisation des modèles. C'est une matière qui ouvre la boîte noire de la formation des prix. C'est-à-dire qu'on on cherche à répondre à deux questions fondamentalement qui sont comment se forment les prix, mais en intégrant des éléments tels que le rôle des structures d'échange et un autre élément qui est les raisons pour lesquelles finalement les investisseurs échangent. Donc si on prend le cas des structures d'échange, par exemple, c'est-à-dire les bourses ou les multilateral trading facilities ou les dark pools tels qu'ils existent actuellement, on se rend compte finalement que ce sont des structures d'échange qui ont leur propre spécificité, que ces spécificités vont avoir un impact en fait sur la façon dont les investisseurs échangent, et que ça va conditionner finalement les stratégies de trading de la part des investisseurs, parce qu'on ne peut pas du tout traiter de la même façon sur un carnet d'ordre extrêmement transparent où tous les autres investisseurs voient ce que vous faites, et sur un dark pool qui au contraire lui est extrêmement opaque et où finalement la possibilité de détection de vos interventions est très limitée. Donc ça c'est le premier aspect, relier l'information des prix aux structures sur lesquelles les prix se forment, et puis les motivations à l'échange également des investisseurs, parce que bien entendu ça ne va pas être la même chose là non plus d'échanger selon que vous essayez de liquider une position extrêmement longue que vous avez acquise pour des raisons X ou Y, ou au contraire d'essayer d'exploiter finalement comment dirais-je, un élément d'information un peu original, voire privé, que vous avez pu réussir à faire émerger, puisque en pareil cas, ce qui va vous intéresser, quand on prend l'exemple de la valorisation d'une information privée, ça va être de faire en sorte de rentabiliser au maximum cette information, ce qui implique en fait de ne pas se dévoiler sur le marché, avec donc des techniques qui vont consister à essayer d'avoir le moins d'impact possible sur les prix. Alors, à quoi ça sert? Moi, je pense que c'est essentiel dans le monde du trading actuel. Et puis, ça permet en fait de se poser des questions et de répondre à des questions du type, finalement, qu'est-ce que ça me coûte d'intervenir sur un marché? Parce que ça, c'est une question importante, ça va conditionner complètement les profits que vous allez réaliser au bout du compte. Et donc, comprendre finalement les coûts que l'on supporte quand on intervient sur un marché, c'est quelque chose qui est essentiel, et c'est une partie importante du cours qui traite de ces aspects-là. Il y a également tous les aspects risques, puisque bien entendu, en fonction du type de stratégie que l'on va pouvoir utiliser, les risques supportés ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas la même chose si je traite progressivement sur le marché ou si je traite en bloc sur le marché. Puis c'est pas la même chose selon que je traite sur un marché liquide, sur un marché qui n'est pas liquide. Comprendre aussi d'où vient la volatilité, par exemple. Parce qu'il est crucial de comprendre ce qui fait bouger les prix, quel est le moteur derrière le mouvement des prix. Et là encore, ce n'est pas la même chose selon qu'on a des informations plutôt de nature publique, je sais pas, telles que des annonces de taux par exemple, ou que sais-je, qui font bouger les prix, ou selon qu'on suspecte qu'il y a des traders peut-être plus informés qui sont en train de faire bouger les prix, ou peut-être que tout simplement il y a du bruit dans la volatilité, ça ne veut pas dire du tout les mêmes choses aussi. Et ça, c'est des éléments importants à saisir, surtout lorsque on s'intéresse aux méthodes modernes, je dirais, de trading, que sont le trading algorithmique et le trading haute fréquence.
Peut-être que le mieux pour vous répondre, c'est de prendre deux exemples extrêmement concrets. Lorsque vous faites du trading automatisé, vous pouvez par exemple être amené à pratiquer ce qu'on appelle du découpage d'ordre. Tout simplement parce qu'une fois que la décision d'investissement est prise, vous n'allez pas pouvoir intervenir de façon massive sur le titre et mettre en œuvre votre programme d'investissement en une seule transaction, tout simplement parce que vous feriez bouger les prix dans des proportions telles que finalement vous perdriez de l'argent quelque part. Donc, va se poser la question de la façon de tronçonner de façon optimale ce qui va être ce qu'on peut appeler un ordre par an, hein, pour intervenir de façon échelonnée sur le marché. Et donc là, il y a tout un tas de questions qui vont se poser. Comment est-ce que je découpe mon ordre? Sur quel horizon est-ce que je découpe mon ordre? Et pour répondre à ces questions, en fait, il faut parfaitement comprendre ce que va être, par exemple, la volatilité sur le marché, parce que la volatilité va faire que vous allez plutôt accélérer ou décélérer, hein, selon les valeurs, votre intensité d'intervention sur le marché. Il faut comprendre également les coûts que vous allez supporter. Alors je dirais que non seulement il faut comprendre ça, mais il faut être capable de l'anticiper, hein, de façon à avoir un modèle optimal de découpage, ce qui suppose de revenir quelque part à la théorie sur qu'est-ce qui fait qu'on a de la volatilité, quels sont ces facteurs explicatifs, et quelles sont les sources à l'origine des coûts de transaction implicites, etc. etc. Et peut-être un autre exemple d'utilisation dans le domaine du trading haute fréquence, c'est le market making automatique tel qu'il est pratiqué par Knight Capital, hein, par exemple. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait du market making automatique, on offre des possibilités de contrepartie à des investisseurs, ce qui implique en fait de passer des ordres à cours limités sur le marché. Et ça, c'est peut-être une des premières choses que l'on voit dans le cadre du cours, c'est qu'un ordre à cours limité, finalement, c'est une option que vous êtes en train d'offrir au marché. Lorsque vous proposez un ordre à cours limité vendeur, c'est une option d'achat que vous êtes en train d'offrir au marché. Et donc ça, c'est très important d'avoir conscience que lorsqu'on fait du market making électronique, on est en train d'offrir des options au marché. Parce que bien entendu, le secret du trading, du market making électronique profitable, c'est d'avoir des options qui vont être exercées en dehors de la monnaie, bien entendu, hein, de façon à gagner de l'argent. Et la seule façon d'arriver à gagner de l'argent et de faire en sorte que ces options soient exercées en dehors de la monnaie, ça va être de contrôler en permanence leur valeur, mais aussi d'être comprendre dans quelle mesure cette valeur ne risque pas d'évoluer dans un sens qui est défavorable à vous, ce qui suppose d'avoir des modèles de prédiction de la volatilité, d'être capable de mettre en œuvre des techniques de suivi très très fin de la valeur des options en question. Et là encore, il faut être capable d'avoir les théories, je dirais, derrière pour comprendre tous les enjeux. Mon point de vue, c'est qu'il faut, au lieu de céder à la panique et d'être affolé à la perspective qu'il puisse y avoir un crash causé par les machines, regarder un peu ce que nous disent les résultats de la littérature académique sur ces sujets. Donc les études sont relativement peu nombreuses et elles manquent certainement de recul, hein, parce que le phénomène est extrêmement nouveau, mais les conclusions sont plutôt favorables. C'est-à-dire que la liquidité des marchés s'améliore, l'efficience des marchés s'améliore, donc les conclusions sont plutôt positives. Il y a quand même un phénomène qu'il faut regarder avec attention, je crois, c'est le problème de l'engorgement des marchés. Puisque ce qu'a retenu avant tout le public, je dirais, de ces techniques d'échange, c'est le flash crash du 6 mai 2010, c'est ce qui est arrivé à Knight Capital, des choses de ce type-là. Donc moi, ce que je pense, c'est que le problème fondamental, c'est vraiment le problème de l'engorgement des marchés, puisque, et c'est d'ailleurs ce que je montre, hein, c'est qu'à chaque fois que les marchés finalement mettent à jour leur capacité de traitement du nombre de messages par seconde, on observe un nouveau pic de volume lié au trading haute fréquence. Ce qui veut dire quelque part que quels que soient les efforts que peuvent faire les plateformes pour se mettre à jour techniquement, pour absorber des flux de plus en plus importants, ils n'y arriveront jamais. Parce que
le trading haute fréquence est insatiable de vitesse, insatiable de capacité de traitement de la part des bourses. Et donc ça pose un problème, puisque fondamentalement, si on regarde ce qui s'est passé le 6 mai 2010 dans l'épisode du flash crash, on a à l'origine un problème d'engorgement du marché et des prix sur certains marchés qui se sont mis à être décalés par rapport à d'autres, ce qui a jeté la confusion totale auprès des machines qui ont cru percevoir des opportunités d'arbitrage là où il n'y en avait pas. Donc ça, je crois que c'est un problème qu'il faut vraiment régler, parce que sinon on va au-devant de problèmes. Alors la solution, je ne sais pas laquelle elle sera, mais très certainement qu'il faudra d'une façon ou d'une autre faire en sorte essentiellement de limiter les taux d'annulation des ordres. Puisqu'actuellement, il faut savoir que 95% du flux que traînent les bourses est un flux qui sera annulé dans la milliseconde qui suit, tout simplement, en vertu de ce que je disais tout à l'heure, parce que les options implicites contenues dans les ordres commencent à prendre de la valeur et qu'on risque de s'exposer à une perte. Donc est-ce que la solution c'est de taxer au-delà d'un taux d'annulation seuil? Est-ce que la solution c'est d'imposer des temps de présence minimaux des ordres dans les carnets? Bon, ça je dirais qu'on n'est pas capable de trancher exactement pour l'instant.